Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre votre émission Point de vue. Ce dimanche 26 juin 2022, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la SICAP, M. Mamadou Kassé, urbaniste aménagiste et aussi président du conseil départemental de Tambacounda. Bonjour M. Kassé, merci beaucoup. Bonjour Oumar, merci à vous également de me faire l'honneur de m'inviter à ce plateau important du dimanche et également dans cette chaîne importante qui est leader effectivement, je pense, dans le paysage médiatique. Donc je dis bonjour à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Il sera beaucoup question de logements sociaux et d'aménagement du territoire. Mais dès l'entame de cet entretien, on va aborder la situation politique marquée par cette posture de l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi notamment, qui ne digère pas son élimination ou l'élimination de sa liste nationale de titulaires aux législatives prochaines. Après une manifestation avortée le 17 dernier, on a vu un concert de casseroles il y a quelques jours. Une nouvelle manifestation est programmée le 29. Comment est-ce que vous appréhendez à cela? Merci Oumar. Je pense Oumar que descendre dans la rue pour exprimer un refus ou une émotion quelconque, c'est exercer tout de même un droit élémentaire dans une démocratie. Cela va de soi. Je suis conscient donc que nous devons être sensibles effectivement à l'expression de cette liberté fondamentale, mais aussi à l'expression des autres libertés qui sont tout aussi fondamentales. Parce que s'il est important pour les acteurs politiques de descendre dans la rue pour manifester leur refus ou exprimer leur joie ou leur satisfaction, naturellement aussi cela ne doit pas troubler l'ordre public. Et cela relève de l'autorité administrative. Donc naturellement, la manifestation a cela de spécifique qu'elle se déroule sur la place publique. Donc que cela soit dans un régime déclaratif ou non, naturellement ça doit être encadré par l'administration. Donc dans ce cas-là, les refus peuvent se justifier par justement ce qu'il est inadmissible d'entendre, c'est souvent les appels à la violence, les appels à la vindicte populaire, les appels aux attaques à nos institutions de la République et aussi aujourd'hui les institutions sociales, parce que j'ai vu même des attaques faites directement à des chefs religieux ou à des régulateurs sociaux. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je peux comprendre la liberté fondamentale de manifester, mais dans un cadre qui est encadré. Donc, si c'est encadré, ça ne pose pas de problème. Justement, c'est l'argument qui est souvent développé par les responsables de l'opposition. Vous parliez tout à l'heure de régime déclaratif, c'est ce qu'il met sur la table. Oui, effectivement, mais la déclaration n'empêche pas, effectivement, que l'autorité administrative ait à apprécier, effectivement, le caractère perturbateur ou non. Parce qu'une manifestation, elle a cela de spécifique qu'elle est naturellement, ou bien par nature, perturbatrice. Quand on annonce une manifestation au niveau de la place de la Nation, naturellement, ceux qui habitent aux abords du côté de Koloban ou du côté de Fass commencent à se tirer les cheveux parce que très souvent, il y a des débordements qui sont justement les conséquences de ces manifestations, quand bien même au départ ou initialement, elles sont pacifiques. Mais aujourd'hui, il y a aussi le contexte qui joue. Le contexte, on est dans un contexte de situation de pré-campagne. Donc, et la loi est claire à ce niveau-là sur les manifestations et également ce qu'il est convenu d'appeler les campagnes déguisées. Donc, effectivement, tout concourt à ce que l'autorité administrative soit ferme sur un certain nombre effectivement de décisions. D'accord. On a parlé tout à l'heure des questions de liberté. Et je voudrais même dire que, oui, cette fermeté est à la hauteur, effectivement, des appels à la violence. Parce que rien ne peut justifier, Oumar, la violence. D'accord. On parlait tout à l'heure, vous en parliez des questions de liberté fondamentale, dont la liberté de manifester. Aujourd'hui, on a vu que la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de porter le combat vers les institutions régionales ou internationales. Vous pensez que c'est plausible? Écoute, moi, je voudrais dire que c'est leur droit le plus absolu, hein, que d'avoir recours à
à toute méthode qu'ils estimeront intéressante ou importante pour effectivement relever leur combat. Mais j'en reviens, moi, à l'autorité. C'est-à-dire que rien ne peut justifier qu'effectivement qu'il y ait des forcings. Parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un cadre démocratique. Donc, autant il y a le respect des libertés des uns et des autres d'ailleurs, mais il y a surtout la loi et les règlements. Et pour cela, il n'y a que l'autorité qui peut effectivement prendre les décisions finales importantes dans ce cadre. Aujourd'hui, il y a des responsables de cette opposition qui sont en détention et en attente d'être jugés. Les procès sont renvoyés la semaine prochaine. Ils parlent de détenus politiques. Oui, mais ils ne peuvent parler que de détenus politiques, mais on ne s'envoie pas en prison je veux dire, sans motif. Ou bien on n'est pas envoyé, effectivement, on n'est pas dans les liens de la détention sans motif. Il y a eu des motifs. Il y a d'abord eu ces déclarations malheureuses qui, effectivement, sont sanctionnées par le code pénal. Je pense que les autorités judiciaires se sont autosaisies sur cette question. Mais il y a également le refus d'obtempérer. Parce que lorsqu'une manifestation est interdite, et que vous allez dans un forcing, naturellement, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et moi, à mon sens, un bon démocrate, un bon républicain, force doit toujours rester à la loi. Peut-être il y a ceci de particulier que ces responsables sont investis sur différentes listes de l'opposition, des listes départementales ou sur des listes nationales. On voudrait, je reprends leur terme, les empêcher de participer à ces élections-là. Mais là aussi, ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, à mon sens. Hein, parce que si je reprends, par exemple, le fait qu'il y ait eu invalidation partielle de la liste Yewwi Askan Wi et celle de Benno Bokk Yakaar. Pour effectivement Yewwi Askan Wi, c'est la partie des titulaires. C'est peut-être plus douloureux pour eux, enfin ils l'expriment ainsi. Mais pour Benno Bokk Yakaar, c'est tout aussi douloureux parce que j'estime que les suppléants sont d'égale dignité avec les titulaires. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est d'abord certains points qui peuvent aujourd'hui être des points sur lesquels j'estime que l'opposition est en contradiction. Ousmane Sonko avait lui-même fait un post au niveau de sa page Facebook pour dire qu'ils seront éliminés. C'est-à-dire, il a dit c'est dommage, nous nous sommes trompés, nous ne ferons pas partie effectivement des erreurs qui peuvent compromettre voilà, notre liste. Donc ils se sont eux-mêmes rendus compte de leurs propres erreurs. Parce que naturellement, Omar Nying, vous ne pouvez pas, vous, déposer la liste de Yewwi Askan Wi. Il y a des règles dans notre processus électoral qui font qu'il y a des mandataires qui sont désignés selon des règles d'ailleurs qui sont établies par le code électoral et par toute la loi électorale. Et effectivement, ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes parce que c'est eux qui sont comptables effectivement de ces erreurs. Nous avons nous-mêmes, Benno Bokk Yakaar, été sanctionnés à la hauteur de nos erreurs, c'est-à-dire les erreurs que nous avons eues sur la liste des suppléants. Mais maintenant, vouloir trouver des compromis parce qu'il faut que Yewwi Askan Wi participe, c'est effectivement là aussi restreindre les droits des uns, c'est aussi être en porte-à-faux avec la loi, c'est la violer. Mais que dire aujourd'hui à Art Sénégal qui effectivement n'a pas été épinglé dans ce processus-là et qui appelle justement au respect du calendrier électoral. Ils ne s'en arrêtent pas là d'ailleurs. Ce qu'ils disent, c'est que ni Yewwi ni Benno ne doivent participer à cette élection-là. Oui, non, mais ça c'est une façon de discourir. Mais je suis désolé, moi je ne suis pas juge. C'est le Conseil constitutionnel qui est habilité dans ce cas précis à arbitrer. L'arbitrage est arrivé et il est définitif. Donc nous ne pouvons que nous en tenir à cela. D'ailleurs, nous avons tenu une conférence de presse pour dire que nous nous en tenons, nous prenons acte de la décision. Et nous la respectons. Quand bien même, elle ne nous est pas forcément favorable. Parce que nous n'avons pas de discrimination ou bien nous ne minimisons pas en tout cas la valeur
de ce qui constitue aujourd'hui les personnes occupant des places dans la liste des suppléants de Benno Bokk Yakaar. Mais la logique quand même, la logique qui a été mise en avant par l'opposition, c'est qu'il y a un caractère unitaire des listes qui ne peuvent pas être, voilà, ne peuvent pas être détachées. Je veux dire, autant une liste a des titulaires, comme vous le disiez tout à l'heure, les titulaires et les suppléants sont d'égale dignité. Donc, c'est une seule et même liste. C'est leur logique. Oui, mais ça restera toujours le commentaire d'une décision. Oui. Et dans un état de droit, la décision, elle a des ressorts. Quand elle est en dernier ressort, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est après dans le cadre de l'interprétation, on est dans le cadre du commentaire qui est libre, mais on n'est plus dans le cadre de la décision. Ceux qui doivent prendre, ceux qui sont habilités à prendre la décision, eh ben, ils l'ont pris. C'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à prendre la décision. Donc, naturellement, si on est républicain et démocrate, nous devons nous en tenir à cela. Ils ont estimé qu'il y avait une distinction à faire entre la liste des suppléants et la liste des titulaires. Et ça a été justement de proportion égale pour les listes qui ont été disqualifiées, en tout cas de manière partielle, pour Benno Bokk Yakaar et pour Yewwi Askan Wi. Maintenant, il y a la problématique du respect du calendrier électoral, la tenue de ces élections législatives. Vous le rappeliez tout à l'heure, l'autre coalition Aar Sénégal tient à ce que ces élections-là se passent à date. Et évidemment, dans les opinions émises ici et là, certains pensent que la meilleure manière d'apaiser aujourd'hui, c'est de renvoyer les élections. Vous êtes d'accord? Non, tous les citoyens épris de justice et également tous les citoyens démocrates vont dans le sens d'une tenue à date de ces élections. Donc moi, je suis effectivement pour que l'on tienne les élections à date. C'est cela qui est démocratique. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que ce sera un grand coup pour l'état de droit. Et que demain, effectivement, si ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, nous nous retrouvons dans ce genre de situation, peut-être que la pression populaire pourrait justement amener à changer les règles du jeu. Mais nous ne devons pas manquer de tirer des enseignements de ce passage. C'est-à-dire, il y a eu des blocages, naturellement, et ça doit susciter la réflexion. Mais cela après les élections, pour les échéances à venir, pour ce que nous devons léguer, effectivement, aux héritiers. Et c'est ça qui est important. C'est maintenant qu'il faut le réfléchir pour voir, après, autour de la table, dans un débat contradictoire, comment faire évoluer les choses. Par exemple, moi, je donne un exemple. Parce qu'il y a des choses à revoir. Mais naturellement, il y a toujours, dans une œuvre humaine, Oumar, il y a toujours des choses à revoir. Notre démocratie, elle n'est pas statique. Elle a eu des évolutions. Je tiens à rappeler quand même processus, que... Oui, je tiens à rappeler que pour avoir un isoloir dans notre démocratie, il a fallu des combats épiques, de grandes luttes et également des discussions autour de la table pour qu'il soit établi qu'effectivement qu'il faut un isoloir pour que les citoyens puissent s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Parce qu'avant, on votait quasiment devant l'autorité, donc le vote était un peu dirigé. Donc il n'y avait pas cette liberté de choix qui était, le secret n'était pas garanti. Donc maintenant, il a fallu des évolutions, des expériences pour cela. Il faut savoir, à mon sens, tirer des leçons des passages. Et c'est peut-être là que je loue la posture du chef de l'État, qui n'en est pas arrivé là en donnant des leçons, mais qui en est arrivé peut-être là en tirant des enseignements et des leçons des expériences qu'il a dû vivre politiquement et techniquement. Tirer des leçons, notamment, on a vu que l'application de la loi sur le parrainage a posé beaucoup de problèmes, aussi bien au niveau de la majorité que dans l'opposition. Et d'ailleurs, ce qui est à l'origine de ces erreurs, pour la plupart qu'on a connues dans le contentieux électoral. Oui, mais en fait, s'il y a des contraintes, je pense que ce sont des contraintes pour toutes les parties. Mais à mon avis, il n'y a pas de choses que l'on ne peut pas revoir, mais avec tous les acteurs autour de la table. Mais est-ce que dans ce cas précis, lorsque le président appellera au dialogue national, en temps et en heure, parce qu'il y a une heure pour tout, il y a un temps pour tout. On ne peut pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, vouloir aller à un débat sur les règles du jeu. Ce n'est plus possible.
faire évoluer maintenant les règles dans un cadre consensuel, c'est possible autour de la table du dialogue. Quand le président appellera donc au dialogue national, il ne faudra pas effectivement faire la politique de la chaise vide. Il ne faut pas boycotter. Mais au regard du nombre de listes qui s'est dégagé à l'issue du filtre naturel, le parrainage, vous pensez que c'est représentatif, c'est à la hauteur de la démocratie? Mais naturellement, je pense aussi que, surtout, on a pensé aux citoyens qui doivent choisir. Parce qu'il y en a quand même, il y a certains acteurs qui n'ont pas compris leur mise à l'écart, peut-être croyant disposer d'une certaine légitimité. Oui, mais les explications, elles sont aussi là. Hein. Si on ne peut pas mobiliser 0,1% du fichier électoral en parrainage, effectivement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre ses forces et les mettre dans une autre coalition pour avoir peut-être des... pour donner aux citoyens quand même la possibilité de voter et aussi pour enrichir notre démocratie. Parce que nous ne pouvons pas retourner à des situations où on met 2 jours pour voter. Mais si vous avez 55 listes et qu'il faut prendre 55 papiers, ou peut-être 30 ou 45... On en avait 47 la dernière. Voilà, donc en fait le temps de vote passe du simple au double. Alors, comment on va s'en sortir? Il faut toujours imaginer des situations qui puissent permettre aux citoyens d'être à l'aise dans ces choix. Et je pense que le parrainage participe à cela. D'accord. On voit que, comme d'ailleurs dans toutes les élections, il y a la conjoncture hein, qui constitue un impact assez important, un facteur qui intervient dans le bon ou le mauvais sens. En tout cas, pour le pouvoir, c'est toujours une épreuve assez complexe. Aujourd'hui, l'appréciation se fait sur la base peut-être des éléments de bilan qu'on va mettre sur la table, du côté toujours de la majorité. Sur ce coup-là, qu'est-ce que Benno peut mettre sur la balance, justement? Ben, beaucoup de choses. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs la partie dans laquelle nous sommes le plus à l'aise. Et nous resterons toujours à l'aise parce que le bilan du président de la République à la tête de ce pays est tout de même impressionnant. Je peux prendre plusieurs exemples, mais je crois que même une émission ne suffirait pas, de 2 heures ne suffirait pas effectivement à faire le tour de l'ensemble des réalisations importantes et capitales pour notre développement et également dans le cadre du processus d'émergence. Mais je prends un exemple simple, Oumar. En 2012, lorsque le président venait d'accéder à la magistrature suprême, pour aller dans ma ville de Tambacounda, il fallait 11 heures de temps. Et je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, le premier tronçon d'autoroute qui nous a été livré a mis du temps à être fonctionnel. Donc, on est resté sur la méthode d'avant. La méthode d'avant, c'était la sortie par le boulevard de l'Arsenal, ensuite la route de Rufisque, ensuite le rond-point de la gendarmerie de la LGI de Mbao, ensuite le duty, l'entrée duty de Rufisque, la traversée de Rufisque, la traversée de Bargny, l'arrivée au croisement Diamniadio, ensuite l'embranchement sur la route de Saly et de Mbour. Ensuite, maintenant, on bute sur le tronçon catastrophique de Fatick-Kaolack. C'est-à-dire on avait 11 heures de temps. C'est-à-dire il pouvait arriver qu'un transport en commun ou un véhicule particulier passe 3 heures dans la ville de Rufisque avant de sortir. Ça, je ne l'invente pas, c'est la réalité. Oui. Donc, c'est 11 heures de temps. Il fallait une demi-journée quasiment pour aller de Dakar à Tambacounda. Aujourd'hui, au bas mot, c'est-à-dire au minimum, vous faites 4h30 à 5h pour arriver à Tambacounda. C'est un gain de quasiment 6 heures de temps. Via quel... En plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous gagnez 4 heures de temps, mais vous avez plusieurs sorties. Parce que le premier schéma que je vous décris est un schéma à une seule sortie. Aujourd'hui, vous avez 3 sorties sur Dakar. Vous pouvez prendre l'autoroute pour sortir, vous pouvez prendre la voie, la VDN prolongée pour sortir, vous pouvez prendre la première voie classique pour sortir, celle que je vous avais. Mais pour aller à Tambacounda, vous avez Ila Touba, qui est une option. C'est-à-dire que vous partez jusqu'à Touba, vous bifurquez à partir de Mbaké pour faire la route de Mbar. Et quand vous arrivez à Mbar, vous faites Koloban Mbar, ensuite vous faites Mbar
jusqu'à Kaffrine. Oui. Et maintenant, à partir de Kaffrine, donc vous rejoignez par Koungheul, Koupentoum, Koussanar et Tambacounda. D'accord. Donc ça, c'est une première option. L'autre option, c'est d'abord d'être sur le complexe autoroutier à partir du rond-point Padoua, donc jusqu'à la sortie de Mbour. Et à ce moment-là, vous embranchez après sur une route qui est quasiment un tapis. Donc il y a un rattrapage infrastructurel qui a été fait et que vous mettez comme élément de bilan. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je voulais juste dire la proportion. Quand je prends la question de l'énergie, on est passé d'une capacité simple à plus que double. Le souvenir que nous avons en 2012, c'est que la distribution d'énergie sur la journée, en continu, c'était à peu près 6 à 7 heures de distribution continue d'énergie. Sinon, c'était le système de délestage. Aujourd'hui, cela est quasiment un vieux souvenir pour nous. Pour certains, ils ne l'ont même jamais connu, parce que ceux qui avaient 6 ou 7 ans à l'arrivée du président de la République ont aujourd'hui quasiment entre 17 et 18 ans. Donc ils n'ont quasiment, dans la période du président Macky Sall, jamais connu cette question des délestages. D'accord, mais tout à l'heure... Mais le relèvement du plateau médical, parce que le contexte quand même s'y prête à ce débat. Parce que hier, le président de la République, je crois, a posé la première pierre de l'hôpital El Hadj Malick Sy de Tivaouane. Après avoir inauguré, je dis bien inauguré, l'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, et du même calibre d'ailleurs que celui qui va être érigé à Tivaouane, l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, l'hôpital Amath Dansokho de Kédougou, et effectivement, il était prévu, et en plus ça a été repoussé à cause du contexte de pré-campagne, effectivement, l'hôpital de Sédhiou qui devait être aussi... D'accord, c'est très important. Mais aujourd'hui, on parlait de conjoncture difficile partout dans le monde. Du coup, on parle des effets de la guerre en Ukraine, etc. Là aussi, c'est bien, infrastructure, santé, mais il y a autre chose qui est important, relatif notamment au coût de la vie. Là aussi, on sait les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Les populations sont très exigeantes à ce niveau-là. Oui, mais autant elles sont exigeantes, autant aussi nous ne devons pas oublier ce qui est là, ce qui est notre réalité depuis 2012. Hein. Ce qui est constant, c'est que de 2012 jusqu'à la période Covid, nous étions dans une situation de maintien des prix à un niveau jamais égalé, avec des subventions quasiment sur toutes les denrées de première nécessité. Et d'ailleurs, le président avait fait remarquer à un moment donné que nous avions tellement maîtrisé l'inflation que nous étions à des moments, pas en situation d'inflation, mais en situation de déflation quasiment. Aujourd'hui, il y a les chocs exogènes. Si on y ajoute tous les déterminants ou toutes les conséquences au niveau international de la situation Covid et aujourd'hui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a tout de même de quoi être fier de la manière dont, effectivement, cette situation est gérée. Parce que ça aurait pu être pire. La dernière fois, je pense que j'ai entendu notre tête de liste, Mimi Touré, divulguer en tout cas le prix du litre de carburant super aux États-Unis, qui est le premier producteur de pétrole. Mais on est, je crois, à 1200 francs CFA à peu près le litre. Donc, si on arrive à maintenir, pour nous qui ne sommes pas encore producteurs, nous allons l'être, si on arrive à maintenir encore le prix à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un renoncement fiscal de l'État à ce niveau-là, qu'il faut tout de même saluer. Même s'il y a eu une légère hausse sur le super, qui ne s'est pas effectivement manifestée au niveau du gasoil, du diesel. Donc ça veut dire aussi que là, l'État a dû aussi consentir à certains sacrifices. Donc c'est au quotidien que ces sacrifices sont faits pour qu'effectivement, il n'y ait pas d'impact sur le panier de la ménagère. C'est dans cela qu'il faut inscrire le dernier voyage du chef de l'État qui était parti en Russie avec sa casquette effectivement de président de l'Union africaine pour un plaidoyer
pour l'Afrique, effectivement, sur la question des fertilisants, mais aussi sur la question du blé, qui est important pour la consommation au quotidien. En Afrique notamment. L'urbaniste aménagiste que vous êtes doit certainement pouvoir expliquer la problématique, une autre difficulté relative notamment aux inondations. Chaque année, on a ces 6 causes-là. Les populations qui habitent les zones vulnérables pratiquement ne dorment plus pendant cette période-là. C'est vrai, il y a des solutions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal et toujours en cours. Comment expliquer la récurrence de ce problème-là? Bon, à la limite, si je dois parler en tant que technicien, il est difficile de dire que nous pouvons mettre un terme aux inondations. Ça, c'est valable pour nous, comme ça l'est pour la France, la Belgique ou d'autres pays où effectivement... un phénomène naturel, vous voulez dire. Un phénomène naturel et qui se présente quelquefois sous diverses formes. Alors nous, généralement, la forme selon laquelle ça se présente est liée en fait à notre malurbanisation, très souvent. Donc c'est quasiment l'échec de 40 ans de politique d'urbanisation qui est peut-être la conséquence, en tout cas, de ces inondations récurrentes en milieu urbain. Parce qu'il y a d'autres types d'inondations qui arrivent en zone rurale. Chez nous, par exemple, il peut y avoir des crues d'un fleuve comme un affluent du fleuve Gambie qui s'appelle le Gouloumbou, qui peut effectivement avoir des conséquences sur la zone bananière ou autre. Mais nous parlons ici des inondations en milieu urbain. Mais là aussi, je suis très bien placé pour en parler. J'ai été directeur technique du Fonds de solidarité nationale entre 2009 et 2011. Alors, et nous avions eu à travailler sur cette question dans la zone de Yeumbeul, dans les zones de Ndiagobar et autres. Et aujourd'hui, ce que le plan décennal de lutte contre les inondations a pu réaliser dans la banlieue, c'est impressionnant. Et c'est du palpable. Oui. Je ne peux pas prendre tous les exemples, mais je vais en prendre un qui est tout de même assez illustratif. C'est le cas de Dalifort. Alors, cette commune était sujette, chaque année, dans sa zone qui s'appelle Cité Soleil, à des inondations d'une rare violence. Et il suffisait de quelques gouttes d'eau pour qu'effectivement, on ait une submersion dans ces zones. Alors, il y a eu, dans le cadre du programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptation climatique, le PROGEP, piloté par l'ADEME, des travaux impressionnants qui ont pu sortir effectivement la Cité Soleil de ces difficultés qu'elle vivait pendant des années. C'est le cas également avec le canal de Yeumbeul, qui était une réalisation importante pour le drainage de certaines eaux pluviales. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait à Keur Massar, je ne sais pas quel niveau d'achèvement, en tout cas, ce qui est en train d'être fait à Keur Massar est révolutionnaire dans la lutte contre les inondations. Ça, c'est des solutions structurantes, quoi. Et ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont palpables et réelles. Je vous donne un autre exemple. Il y avait un problème qui était récurrent ici à Dakar. C'était le problème de l'inondation de la devanture du Centre international de commerce extérieur, le CICES, et qui se répercutait un peu en aval au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Et effectivement, là, il y a eu dans le cadre je pense que c'était le ministère de la restructuration, de l'aménagement et de la restructuration des zones d'inondation, qui avait fait le travail dans le cadre du plan décennal, et qui a creusé un grand canal qui a traversé un peu la zone du quartier, je crois, c'est Ouest Foire ou Nord Foire. Oui. Et là aussi, c'était effectivement des solutions. La RN1, pour quelques gouttes d'eau, elle était très souvent également inondée. Vous voulez dire qu'en fait, des solutions existent, mais il faut que des projets soient structurants, c'est ça? Naturellement, non, mais en fait, ce qui se fait... Mais les réponses conjoncturelles aussi, les gens en ont besoin parce que... Mais les réponses conjoncturelles, elles ne peuvent pas manquer. Mais c'est pour gérer des crises qui se présentent le temps d'un hivernage. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a des eaux
qui stagne quelque part, naturellement, il faut acheter des motopompes et parce que la solution, c'est le pompage. Pomper en amont et puis déverser en aval dans d'autres zones qui peuvent contenir ces eaux-là, dans des bassins de rétention ou alors... Ce qui est important, donc, c'est de mettre en place un dispositif il faut les deux, ça dit, en mesure voilà. Maintenant, de faire face quand effectivement c'est assez profond comme catastrophe, là, il y a lieu peut-être d'organiser les secours et c'est là qu'on déclenche le plan Orsec pour pouvoir permettre à tout, parce que la question des inondations est une question transversale, permettre à tous les secteurs qui doivent agir, c'est-à-dire le service d'hygiène, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les services de l'urbanisme, donc qu'ils puissent en fait être dans une équipe coordonnée pour gérer ces questions et soulager la détresse des populations. D'accord. Une autre question tout aussi complexe qui entre dans le champ également de vos compétences, c'est le loyer, en milieu urbain toujours. C'est un secteur assez difficile à réguler. Le président de la République avait pris des mesures en 2014 pour faire face, mais apparemment le problème reste entier. Comme réponse pérenne, il y a eu ce programme des 100 000 logements, initié aussi par le chef de l'État. Quelle est la contribution de la société, la SICAP, que vous gérez dans ce programme-là? Très bien. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les mesures qui avaient été prises par le chef de l'État étaient également des mesures pour gérer la conjoncture, c'est-à-dire accompagner la gestion de la conjoncture, c'est-à-dire la cherté du loyer. Et je pense que cette loi a rempli, tout de même en partie, les missions pour lesquelles elle avait été adoptée. Seulement maintenant, comme à son habitude, le président travaille toujours à chercher des solutions durables. Donc c'est d'ailleurs sur la base de cette problématique contextuelle qu'il a fallu faire un grand programme de 100 000 logements parce que, naturellement, il n'y a qu'une solution pour réguler le marché et effectivement le faire en faveur des consommateurs, c'est reverser dans le marché assez d'unités résidentielles qui puissent permettre, avec la concurrence, d'avoir le choix. Parce que quand on a le choix, effectivement, ça peut influer sur le prix. Donc, naturellement, c'était accroître l'offre pour, effectivement, permettre aux citoyens d'avoir un large choix. Un large choix. Mais en même temps aussi, dérouler, dans le cadre de ce programme de 100 000 logements, une politique sociale destinée au logement pour permettre à ceux qui ont des revenus irréguliers et qui étaient souvent exclus de ce processus, qu'ils puissent être pris en compte, notamment Moussa Diallo, taximan, ou Mamadou Kassé, menuisier du coin, ou Oumar Nying, électricien, qui effectivement n'arrivent pas à maîtriser qui n'ont pas volume, un emploi salarié, quoi. Voilà, le volume de ces encaissements. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Le Sénégalais lambda, par exemple, dans le cadre du programme que vous gérez, SICAP, qui n'a pas un emploi salarié, qui veut justement accéder à un logement social. Quel est son... Voilà, il faut dire aussi que la SICAP a permis tout de même à beaucoup de citoyens qui sont à revenus réguliers ou irréguliers d'être propriétaires. Ça, c'est évident, parce que nous ne travaillons pas seulement sur des segments. Mais comment ça? Comment faciliter cela? Alors, d'abord, il y a eu la location-vente pendant un moment. C'est-à-dire le fait de permettre, sur la base d'un apport réduit, de pouvoir payer un loyer et au bout, effectivement, d'un certain nombre d'années, être propriétaire sur la base de ces loyers. Ça, c'est un système qui a bien fonctionné avec la SICAP. À un moment donné, entre 1990 et peut-être 2000, avec les rigueurs de nos politiques d'ajustement structurel et également l'augmentation des taux d'intérêt au niveau bancaire et le raccourcissement des délais de remboursement pour ceux qui empruntaient de l'argent, c'est-à-dire les grandes sociétés ou je dirais les grands majors de la promotion, il y a eu effectivement quasiment une mort programmée de la location-vente. Oui. Mais aujourd'hui, avec la loi d'orientation pour l'habitat social,
l'arrivée du fonds pour l'habitat social, l'implication du fonds 6 et du fonds GIP, nous sommes en train de retourner à ce système de la location-vente qui va permettre aux personnes qui ne peuvent pas tout de suite payer un logement au comptant de pouvoir le faire sur 10 ans sur la base d'un loyer qui est un loyer qui permet effectivement à terme d'être propriétaire. Ça, c'est un premier schéma qui était un schéma classique de la SICAP et qui est en train de revenir avec le concours du fonds 6 et de la société qu'elle est en train de créer. Enfin, on a dit logements sociaux. Hein. L'idéal, c'est de voir ce Sénégalais lambda-là acquérir un logement à un prix qui n'est pas cher. Oui, mais enfin, le logement, bon, tout de même, il y a des minima. Parce que, combien, par exemple? Voilà, aujourd'hui, le logement qui est proposé dans le cadre des 100 000 logements est un logement naturellement subventionné. Parce qu'il faut calculer les intrants, il faut calculer la valeur du foncier, il faut calculer les taux d'intérêt. Pour arriver à une fourchette... Voilà, pour arriver en fait à un prix, je dirais, du marché. Maintenant, l'État fait des efforts. Vous ne voulez pas être précis, là. Non, non, mais l'État fait des efforts sur les aspects fiscaux, sur les aspects financement et sur l'aspect foncier pour pouvoir effectivement être dans une fourchette entre 10 et 12 millions sur les logements purement sociaux. Plus précisément, la SICAP est dans ce volet-là. À quel niveau exactement? Parce que moi, ce que j'entends comme programme chez vous, c'est SICAP Baobab, si je ne me trompe. Là, ce n'est pas pour les... Non, c'est au-delà de ça, il y a, sociaux, nous avons toujours fait des programmes sociaux et nous continuerons de faire des programmes sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en contrat d'objectifs et de moyens avec l'État du Sénégal dans le cadre du programme 100 000 logements. Et à Bambilor, sur 25 hectares, nous n'allons développer que du logement social destiné aux 100 000 logements. Et d'ailleurs, une autre partie sera mobilisée à Dias pour effectivement être notre contribution dans la région dakaroise, dans ce programme de 100 000 logements. Fort de cela, nous allons également attaquer la dynamique nationale avec quelques grandes capitales qui seront choisies effectivement pour notre entrée en matière au niveau national, parce que la SICAP s'est toujours limitée dans son champ qui lui était établi naturellement, c'est-à-dire le Cap-Vert, l'ancienne région du Cap-Vert qui est la région de Dakar aujourd'hui. Donc il faut retenir que sur Bambilor, nous commercialisons déjà des produits très sociaux dans le cadre du contrat de performance avec l'État du Sénégal. Et avec le contrat d'objectifs et de moyens lié aux 100 000 logements, nous allons continuer à produire du logement social, mais aussi du logement destiné à la diaspora et du logement d'autres segments, tels que les ratios de ce programme l'établissent. Alors donc, naturellement, nous sommes dans la continuité de ce que nous savons faire. Quand vous prenez les programmes aujourd'hui de Liberté 3, ce sont des programmes de renouvellement urbain, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau de maturation très élevé dans nos quartiers anciens et on fait du renouvellement urbain. C'est pour cela aujourd'hui la valeur du foncier... c'est pas du logement social? Non, non, c'est pas forcément du logement social, mais c'est quand même du logement accessible. D'accord. Pour les zones nobles que sont aujourd'hui, par exemple, Liberté 3, Baobab, Karak, ou dans la même logique que ce que nous avons fait pour le complexe Almami Mataoufal de Rudis, où tout de même des appartements d'une valeur peut-être, je dirais, d'une valeur vénale de 90 à 95 millions étaient quand même vendus à 55 millions. Donc on ne peut pas dire que c'est du programme social, mais en même temps c'est du programme de logement accessible. D'accord. La SICAP, vous le disiez, était connue dans ces zones-là, société immobilière du Cap-Vert. Donc vous dirigez une société qui a été mise en place, si on fait de l'histoire, par le colon en 1950. Aujourd'hui, 72 ans, si je calcule bien. Les conditions d'accès au logement ne doivent pas, naturellement, être les mêmes. Donc, est-ce que, du point de vue du bilan, on peut dire que la SICAP s'est adaptée au contexte? Non, la SICAP, comme tous les promoteurs immobiliers publics, a vécu quand même a connu des périodes, je dirais, de disette, ou des périodes difficiles. Je le disais tantôt, il y avait quelques causes liées peut-être à l'ajustement structurel, mais aussi au désengagement progressif de l'État, parce que c'est une société quand même à participation publique majoritaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué avec le président Macky Sall,
c'était d'abord une grande annonce en 2013, en Conseil des ministres, pour le retour de la SICAP et de la SNHLM dans leur mission classique. Et depuis lors, on a vu les avancées pour effectivement redresser et également rehausser le niveau de ces sociétés publiques, qui sont importantes pour l'histoire de notre promotion immobilière, mais aussi l'histoire des acquéreurs. 72 ans, il faut faire le bilan, naturellement. Mais nous vivons encore, nous faisons des programmes et nous avons de beaux jours devant nous, à la faveur de ce grand programme de 100 000 logements, mais aussi parce que nous avons été les fleurons, certes, mais nous avons été les seuls. Et qu'il y a eu une ouverture du secteur au privé, et qu'aujourd'hui, ensemble, c'est-à-dire avec le secteur privé et ses grands majors, nous essayons de trouver comment satisfaire cette grande demande où effectivement tous les segments sont compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle souvent de logement social, mais le logement, il n'est pas que social. C'est-à-dire il faut analyser la demande en fonction du marché. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont capables d'acheter un logement, qui ont les moyens, qui ont l'épargne, et qui peuvent dire, moi, bon, je peux mobiliser 55 millions et je paye au comptant. Qu'est-ce que vous m'offrez? C'est quelqu'un qu'il faut, justement, c'est un citoyen, hein, ça. Donc qu'il faut aussi satisfaire. Il y a celui qui dit, bon, moi je peux payer, mais j'ai plusieurs obligations. C'est-à-dire, j'ai 55 millions, mais les 20 millions peuvent être aujourd'hui destinés à une accession à la propriété, l'autre, je le mets dans mon véhicule, dans ceci ou dans cela. Donc, à ce moment-là, cette personne aussi, il faut l'accompagner. Il y a celui qui a une épargne qui n'est pas régulière. Il te dit aujourd'hui, je peux gagner 1 million, demain, je peux gagner 100 000, après-demain, je peux gagner 200 000, et peut-être le mois d'après, je ne gagne rien du tout. Vous avez aussi une solution pour cette personne. Voilà, on a une solution pour chaque type de client. Donc, ça ne peut pas être une potion générale, mais naturellement, c'est une potion spéciale adaptée à chaque segment. Vous voyez pourquoi je pose la question? Parce que dans d'autres domaines, on a vu des sociétés qui ont votre âge et qui aujourd'hui ont des problèmes parce que la concurrence est venue, le monde évoluant, les problèmes se multiplient. Donc la SICAP ne risque pas cette situation-là. Non, c'est sûr que... moi, je crois que dans notre milieu, en réalité, nous commençons à discuter déjà entre privés. Moi, je viens du privé, hein, je peux le dire ainsi. D'accord. Parce que j'ai quand même exercé chez un grand promoteur privé pendant un moment avant d'arriver dans la promotion publique. Mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Seulement, quand il y a de la place pour tout le monde, il ne faut pas que tout le monde agisse dans un même segment. Parce que sinon, non seulement nous allons tous au mur, mais en plus de cela, nous n'allons pas satisfaire les besoins du marché. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des initiatives comme le club des investisseurs immobiliers qui est dirigé par Mariam Ngom, par exemple, qui reste un cadre que nous allons certainement utiliser pour pouvoir discuter effectivement de notre stratégie globale d'attaque de ce marché. Parce que la concurrence, qui ne se justifiait pas dans la structuration actuelle du marché, en a perdu beaucoup. On connaît les problèmes que génère souvent le foncier au Sénégal. Est-ce qu'il y a un défi au niveau des promoteurs que vous êtes, promoteurs publics ou privés, dans cette situation-là? Oui, naturellement. Bon, on est exposé à cette problématique. Souvent, c'est d'abord... je dirais, qu'est-ce que je peux le qualifier de l'assainissement du foncier. Est-ce que le foncier qu'on va acheter, il est propre? Ça, c'est une première question. Mais dans tous les cas, moi, ce que je préconise et que je conseille, en fait, en tout cas, à tous les clients ou acquéreurs de foncier, c'est de faire travailler les professionnels. Aujourd'hui, le notaire est un acteur important dans ce processus qu'il faut intégrer. Autant pour les organismes privés, les organismes publics, que les particuliers. Donc, pour effectivement éviter qu'il y ait ce genre de désagrément. Mais ce sont des choses qui, effectivement, arrivent parce qu'au regard de l'évolution
de notre histoire foncière, il y a souvent des tiraillements, il y a des revendications historiques, coutumières, qui peuvent effectivement être des superpositions difficiles pour le droit. D'accord. Mamadou Kassé, vous êtes le président du conseil départemental de Tambacounda. Je le disais, l'expérience est nouvelle parce que vous venez d'être élu il y a quelques mois. Quels sont les défis dans ce département de Tambacounda-là? Bon, d'abord, je dois remercier les populations de Tambacounda pour cette très grande confiance placée en ma personne, et je pense que je n'ai jamais eu autant l'impression d'être utile ou de devoir être utile à une communauté, parce que je viens de bénéficier de leur confiance. De rappeler également que l'élection du président du conseil départemental, pour la première fois, s'est faite au suffrage universel direct, dans une élection qui était distincte de l'élection des communes. C'est-à-dire que ce n'est pas la somme des suffrages des communes qui a fait le département. C'était deux élections différentes. Donc, ça procure une certaine légitimité, mais aussi, effectivement, des obligations sur lesquelles il va falloir travailler. Je dois représenter dignement les populations de Tambacounda et je m'y essaierai. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire avec les différentes communes, parce que le département de Tambacounda est constitué de 9 communes, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord d'amorcer le forum économique du territoire de Tambacounda pour travailler sur nos 30 priorités. Le département connaît déjà ces 3 priorités. Maintenant, il s'agit pour les 9 autres communes de dégager pour chacune 3 priorités, et ensemble nous aurons 30 priorités sur lesquelles nous allons travailler. L'objectif, c'est quoi? Alors, pour le département, nous allons porter 3 projets. Oui. Le premier, d'ailleurs, je suis heureux de voir que le président a posé la première pierre de l'hôpital Seydi Hadj Malick Sy. Nous voulons, effectivement, au regard de la position géographique de Tambacounda, qu'il y ait un hôpital de niveau 3, du même acabit que ce qui est en train de se faire et qui fait la fierté de tout le monde à Tambacounda, parce que nous faisons frontière directe ou indirecte avec 5 pays, la Gambie, les 2 Guinées, le Mali et la Mauritanie. Donc c'est un hôpital à vocation sous-régionale. Ça, c'est un premier point sur lequel le département va travailler. Rapidement. Il y a une vieille doléance, ou en tout cas un vieux projet, c'est l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda. Là aussi, c'est un projet du chef de l'État. C'est acté. C'est acté, mais nous allons travailler à ce que, justement, il y ait les accélérations nécessaires au grand bonheur, justement, des populations. Maintenant, le dernier point, là aussi, c'est un projet du chef de l'État. C'est le hub logistique de Tambacounda, avec, effectivement, le combiné rail, route et aéroport, pour effectivement travailler à avoir un port sec à Tambacounda. Il y a le chemin de fer de Tambacounda qui va... Oui, parce qu'il y a le corridor Dakar-Bamako, et dans ce corridor-là, Tamba est une place importante. Donc nous pensons qu'avec Tamba Hub Logistique, nous pourrions avoir une zone de dépotage pour effectivement les conteneurs de différents pieds. Et ça générerait effectivement des emplois, et ça relancerait l'histoire ferroviaire, enfin, en tout cas le chemin de fer qui est lié réellement à notre histoire. Une localité stratégique donc, qui a des potentialités qu'il faudra mettre en œuvre, et le conseil départemental aura naturellement son rôle à jouer. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas investi sur les listes législatives, non? Non, on n'est pas... Moi, je ne suis pas investi. D'accord. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que ceux qui sont investis ont toute mon estime et ont la valeur nécessaire pour aller gagner. Et vous allez les accompagner. Et on va les accompagner. Il y a Awa Diagne qui est députée sortante, et il y a aussi Bilaliba, le maire de Makacouli-Bantan, qui est un de nos bons compagnons. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de surtout remercier et féliciter le député sortant qui n'a pas été investi, Mamba Lalo, et qui effectivement dit être dans la disposition d'accompagner ce nouveau choix pour lequel nous allons travailler pour que Tamba ait la bonne représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tambacounda et directeur général de la SICAP SA. Merci d'être venu à cette émission. Merci Oumar. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.